que Pisani-Ferry, entre autres, a très bien décrit et dont on n'a peut-être pas pris conscience voilà un certain nombre d'années, c'est qu'on n'a plus la mécanique relativement douce des dévaluations pour régler les écarts de compétitivité. Et on doit trouver d'autres manières de gérer les écarts de compétitivité à l'intérieur de cette zone euro, ce qui est un problème redoutable et difficile, qui suppose qu'on accepte des partages de souveraineté. Et c'est extrêmement difficile, je pense, dans nos pays, peut-être encore plus en France qu'ailleurs. Donc moi, je suis partisan de l'intégration politique, y compris sur les politiques budgétaires et économiques. Mais je vois mal pour tout responsable politique français, quel que soit le parti auquel il appartient, expliquer que la conférence des chefs d'État ou un machin à Bruxelles ou la Commission a décidé qu'il fallait qu'on refasse notre copie en matière de budget. Or, c'est bien ça qui devra se produire pour nous ou pour d'autres. Donc, c'est extraordinairement... Le budget, la consentement au budget, c'est la clé du parlementarisme, d'abord en Angleterre. Donc, dire que d'autres que vous pourront, à la majorité qualifiée ou pas, décider pour vous, c'est extrêmement difficile. Et donc, il y a tout un travail énorme à faire de pédagogie pour dire que sans souveraineté partagée, de toute manière, l'Europe n'existera pas, et qu'une souveraineté partagée, c'est aussi une souveraineté reconquise par rapport à l'extérieur, et en particulier par rapport au marché financier. Merci beaucoup. Je vais profiter de rebondir sur la compétitivité, les écarts de compétitivité pour me tourner vers vous, François Eliot, pour aborder cette question de la fiscalité, puisque la souveraineté, c'est bien une question sur laquelle la souveraineté joue, c'est bien celle de la fiscalité. Aujourd'hui, on a des écarts importants en termes de fiscalité entre les États membres. Parfois, on a un dumping fiscal qui est pratiqué, en tout cas qui est perçu comme un dumping fiscal par certains États membres. Vous avez notamment travaillé sur les questions de convergence fiscale entre la France et l'Allemagne. Il y a un projet de février 2012 d'analyser ces deux systèmes fiscaux pour voir quels sont les points de convergence et de divergence. Aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne et la France pourraient être un peu le témoin, le terrain d'essai d'une convergence fiscale pour éventuellement mettre sur pied une harmonisation fiscale à l'ensemble de l'Union européenne? Merci pour cette introduction. D'abord, peut-être commençons par quelques remarques générales au niveau européen, puisqu'on en parlait pour dire qu'on constatait que dans le traité fondateur de l'Union européenne, de la communauté européenne d'abord devenue Union européenne, l'ambition de départ était, je dirais, relativement limitée en cela qu'elle prévoyait une obligation de résultat des États d'harmoniser leur système en matière de TVA et de droits indirects. En matière d'impôts directs, l'idée était plus d'engager les États à faire leurs meilleurs efforts pour réfléchir à cette question, mais le point de départ n'était pas une obligation de résultat. Aujourd'hui, on n'y est toujours pas, on n'a pas d'obligation de résultat qui sont posées par les textes européens en la matière, mais les règles de majorité pour arriver à des consensus ou tenter d'arriver à des consensus en matière d'impôt direct, ces règles de majorité évoluent, donc on sent que l'Europe, tout doucement, à son rythme, comme on le connaît, essaie d'évoluer vers l'idée qu'à terme, ça serait sans doute une bonne chose de rapprocher les systèmes fiscaux entre les États membres. Encore une fois, on en est encore très loin en matière d'impôt direct, que ce soit en matière d'imposition des sociétés ou d'impôt sur le revenu. Il y a autant de systèmes que d'États en l'état actuel des choses. Ça ne veut pas dire que l'Europe est restée sans rien faire. En matière de fiscalité des entreprises, depuis le début des années 90, il y a un certain nombre de directives sur l'imposition des dividendes, des intérêts qui ont vu le jour. Donc il y a un certain nombre d'existants, finalement assez peu de choses. En une vingtaine d'années, on a dû voir 3 ou 4 directives qui concernent uniquement les entreprises qui ont vu le jour. Il y a également en matière d'impôt direct, impôt sur le revenu, une directive épargne qui est venue un petit peu fixer les règles du jeu sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au sein de l'Union européenne, mais je dirais relativement peu de choses encore. Aujourd'hui, en matière d'imposition sur les entreprises, on a un projet de directive qui est assez ambitieux, qui vise à créer une assiette commune pour l'imposition des bénéfices des sociétés. C'est un projet qui se veut assez ambitieux, qui fixerait des règles du jeu en matière d'amortissement, de provision, de déduction des charges financières, un certain nombre de choses intéressantes. Bon, l'expérience de l'Union européenne montre que les discussions sur ce projet ou ce genre de texte vont probablement encore un peu durer, mais en tout cas,
C'est un texte qui est ambitieux, sans doute le plus ambitieux qui ait jamais été déposé devant les instances européennes. Les discussions ne seront pas simples, mais on peut espérer que malgré tout, les discussions se faisant, on arrive un jour à quelque chose d'assez avancé en la matière. Donc là, je parle bien d'imposition des entreprises. Du côté franco-allemand, quelle est l'histoire récente? Je rappelle ici qu'en 2010, le président Sarkozy, à l'époque, avait demandé à la Cour des comptes de réaliser un travail de comparaison des systèmes fiscaux français et allemands. L'ouvrage est assez, le résultat est assez imposant, plusieurs centaines de pages, mais il est très intéressant à lire. Et ce que, en quelques mots, la Cour des comptes conclut en la matière, elle nous dit, bon, en matière d'imposition des personnes physiques, que ce soit impôt sur le revenu, imposition sur le patrimoine, les systèmes sont un peu différents, mais malgré tout, relativement assez cohérents, assez proches, et donc, conclut la Cour des comptes, il n'y a pas, a priori, disait-elle, un besoin impérieux de faire davantage, d'aller vers plus d'harmonisation en la matière. En revanche, la Cour des comptes se montrait extrêmement détaillée sur les divergences qui existent entre la France et l'Allemagne en matière d'imposition des entreprises. Et elle constatait un certain nombre de choses, des divergences et des différences de système assez marquées, dont je relèverai peut-être, selon moi, les traits les plus marquants. Elle constatait d'abord qu'en matière d'imposition des entreprises, la France est très friande de la création de nouvelles taxes en permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en France 2 fois plus de taxes diverses à la charge des entreprises qu'en Allemagne. Alors, évidemment, on peut gloser à l'infini là-dessus, mais ça veut dire quoi pour toute entreprise française? Ça veut dire que les frais de gestion pour gérer cette multitude de taxes, ces frais de gestion sont déjà colossaux. L'entreprise allemande, globalement, va savoir à peu près gérer ces taxes. En France, on sait qu'il y a des taxes nouvelles qui paraissent presque chaque année, qui se surajoutent aux nouvelles, avec des conditions d'application qui sont extrêmement complexes. Donc, je dirais que pour toute entreprise française, quelle que soit sa taille, les frais de gestion de ce magma fiscal sont déjà forcément en soi très importants. La Cour des comptes relevait aussi une chose au plan macroéconomique. Elle constatait qu'en France, nous avons un certain nombre de taxes qui sont assises, toujours aujourd'hui, sur la masse salariale. C'est-à-dire que plus vous embauchez, plus à la fin vous risquez, d'une façon ou d'une autre, d'avoir des taxes à payer assises sur les salaires que vous payez. Dans une période actuelle où le chômage est un mal endémique, on peut s'interroger, ça c'est le fiscaliste qui parle, mais le citoyen, est-ce que cet état des lieux français est véritablement une bonne chose? La Cour des comptes constatait que le poids de ces différentes taxes représente 20 milliards d'euros, là où en Allemagne, ce genre de taxe n'existe pas, donc on est à zéro. 20 milliards en France, zéro en Allemagne. Il y a sans doute, au niveau, encore une fois, général, une vraie réflexion à mener sur le sujet. Ce que relève la Cour des comptes également, ce qu'elle relevait dans son rapport de 2011, c'est globalement la beaucoup plus grande instabilité de la loi fiscale française par rapport à notre voisin allemand. C'est-à-dire que la loi fiscale allemande aurait toutes les vertus, serait simple, magnifique et favoriserait nécessairement toujours l'entreprise. Simplement, la loi française change en permanence. Je vais donner juste un éclairage sur ce point. Lors des 2 dernières années, 2011-2012, la France a connu 9 lois de finances. Loi de finances générale ou loi de finances rectificative. 9 lois de finances avec à chaque fois des pans entiers de la fiscalité qui changeaient. C'est-à-dire qu'on a même vécu le cas où certaines lois changeaient, on attendait les instructions administratives commentant ces nouvelles lois, et 6 mois après, les lois en question étaient à nouveau changées. Donc on a une instabilité permanente, qui d'ailleurs est mise en avant par les investisseurs internationaux, et quand on interroge les investisseurs, ils nous disent, vous savez, la France, certes, il y a beaucoup de choses qui n'y vont pas, d'autres qui restent malgré tout très attractives, mais un des gros sujets qui se pose aux investisseurs aujourd'hui, c'est l'instabilité de la loi fiscale, c'est-à-dire que quand on investit aujourd'hui, on ne sait vraiment pas quel sera le rendu fiscal de notre investissement dans les 3 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent.
Là où, du côté allemand, même si les choses évoluent aussi, mais il y a globalement sur les fondamentaux une plus grande stabilité qui est beaucoup plus rassurante et beaucoup plus pertinente du point de vue de l'investisseur. Dernier point que relevait la Cour des comptes et qui, je pense, est un sujet aussi à mettre en avant, c'est le problème de la gouvernance en matière fiscale. Et Gilles Carrez, membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, avait l'occasion de nous dire dans une conférence il y a de cela à peu près 2 ans, qu'il était lui-même consterné en tant que parlementaire de la façon dont les lois françaises étaient votées, avec des projets de loi qui arrivent parfois à très court terme, avec un temps de débat parlementaire extrêmement court, et donc, quelque part, nous disait-il, on a un petit peu trop l'habitude de voter des lois dans la précipitation, sans avoir eu le temps de les évaluer, et donc avec une accumulation de textes votés parfois à la va-vite, et avec un rendu économique que l'on découvre un petit peu avec le temps. Là où, globalement, encore une fois, les Allemands ont un type de gouvernance en la matière qui est beaucoup plus serein et où le temps de l'évaluation est globalement plus important que chez nous. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faut que la France et l'Allemagne soient sans doute moteurs en matière d'harmonisation européenne. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande divergence. Et on peut aussi constater que cette volonté affichée il y a encore quelques mois de convergence des fiscalités françaises et allemandes est un petit peu au point mort aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas remonter. Merci. Bon, il faut en rajouter un peu pour la France quand même, qui est très... et n'est pas vraiment un modèle aujourd'hui apparemment en matière fiscale. Jean-Louis Bianco, pour revenir à ce budget, en matière justement de fiscalité européenne, on a beaucoup parlé vous avez évoqué la BBF, d'autres outils de fiscalité. Est-ce que selon vous c'est une solution pour le budget européen? Est-ce que finalement la France n'est pas un petit peu plus ambitieuse sur ce point-là par rapport à l'Allemagne? Oui, vous avez raison. Je pense que la France est plus ambitieuse, mais il y a des voix un peu partout en Europe qui disent la réalité. Je veux dire, on ne peut pas financer des budgets ambitieux pour tout ce qui a été dit, qui consiste les dépenses d'avenir, les infrastructures, la recherche, le développement, l'innovation, l'éducation, si on ne donne pas de moyens budgétaires. Mais je voudrais, si je peux peut-être revenir sur ce qui vient d'être dit, qui me paraît extrêmement important. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, l'harmonisation. Et c'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais ce qui vient d'être dit, si on y arrive, et il faut qu'on y arrive, j'espère qu'on y arrivera, à harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés. C'est très compliqué, mais c'est très important. Ensuite, sur l'harmonisation, il y a un deuxième problème, qui est on harmonise où et à quel niveau. Et un certain nombre d'États, c'est la même question quand on parle d'harmonisation sociale, on en parle moins souvent, un certain nombre d'États, plus anciens adhérents, plus nouveaux adhérents, se servent d'une fiscalité extraordinairement basse pour rendre leur pays attractif, tout en bénéficiant d'ailleurs, comme le président Chirac avait fait remarquer en son temps, des fonds de la cohésion sociale, payés par les autres. Donc il y a un vrai problème. Il y a aussi un vrai problème, parce que si je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité en France de diminuer la dépense publique, il y a des visions très variables du bon niveau de la dépense publique. Pour moi, la question est plus celle de l'efficacité, une fois qu'on a dit qu'il fallait baisser sérieusement. Mais, dernier point, ce que je dois revenir, parce que ce que vous avez dit en citant la Cour des comptes est capital, cette multiplication des textes, Gilles Carrez a 1000 fois raison, tout le monde le dit, mais ça continue. Voter trop vite dans l'urgence. En France, on fait des lois pour tout et tout le temps, et en plus, on ne prend pas le temps de les évaluer, au moins ex ante. Cette instabilité, je crois que le plus grand cadeau, entre guillemets, qu'un gouvernement pourrait faire à l'entreprise, dans le bon sens du mot cadeau, c'est d'avoir vraiment ce qui a été dit 10 fois, ce qui n'a jamais été fait, une vraie stabilité fiscale sur plusieurs années. Et puis, tout le monde le sait aussi, le fait d'asseoir beaucoup trop les impôts sur la fiscalité, y compris les charges sociales sur la masse salariale, est quelque chose sur lequel il faudra revenir. C'est vrai que c'est difficile à faire depuis 2008, parce que là encore, on n'a pas 36 solutions. Où c'est la TVA, l'idée de TVA dite sociale qui avait été lancée par le précédent gouvernement, avec un certain nombre d'avantages, mais un inconvénient sérieux sur le pouvoir d'achat, à une époque où le pouvoir d'achat est quand même assez faible. Ou bien c'est la CSG, mais là aussi on ne peut pas vendre l'impôt sur le revenu, la CSG, pour 10 usages différents. Voilà, mais je crois qu'en tout cas, ce que vous avez souligné en rappelant la Cour des comptes, c'est la clé pour que nous, Français, tout le monde en soit plus performants, que ça marche mieux, et ce sera, par voie de conséquence, un des outils pour un rapprochement franco-allemand.
Merci. Jean-Louis Bianco, Maître Liot, pour revenir sur ce que vient de dire M. Bianco, est-ce que finalement la solution est dans le modèle allemand pour la France? Ou est-ce que ce système, ce modèle idéal serait un rapprochement des deux systèmes pour difficile de faire des commentaires très généraux, mais c'est vrai que déjà, il me semble que si on accepte de travailler un petit peu sur le long terme, en essayant de créer des règles de fonctionnement simples, entre guillemets, qui consistent à dire on ne va pas forcément, le but n'est pas, et les entreprises d'ailleurs ne le demandent pas à avoir des taux d'imposition toujours plus bas que les autres, mais en revanche, elles demandent une stabilité. Donc si on arrive à se convaincre, déjà au niveau français, que ce qui n'est pas quelque chose de si considérable comme idée de se dire on accepte l'idée de simplifier d'abord la fiscalité, notamment des entreprises. Non pas, encore une fois, le but n'étant pas de faire payer moins d'impôts globalement aux entreprises, mais de fixer des règles plus simples, sans en changer en permanence. Ben, rien que ça, c'est déjà le gage probablement d'un surcroît de croissance, garanti. Parce qu'encore une fois, on le voit encore aujourd'hui, moi qui suis fiscaliste, pour digérer les nouvelles lois qui viennent d'arriver, mais ce n'est pas propre à cette année, c'est vrai chaque année, digérer la masse de nouvelles informations qui arrivent, même l'avocat fiscaliste qui ne fait que ça toute la journée, ne sont pas très à l'aise parce qu'il se dit on est dans une insécurité juridique quand même assez grande, on a du mal à digérer ce qui vient d'être fait, on attend des positions administratives sur ce qui vient d'être voté. Donc c'est ce changement permanent en matière fiscale, il est mortel. Créer de la stabilité, revoir les modalités de gouvernance du vote de la loi fiscale, voilà déjà deux choses qui me paraissent être sans doute des voies d'avenir à creuser. Et si on arrive déjà à faire ça, je pense qu'on a de grandes perspectives à attendre du côté français. Merci beaucoup. Christophe Braoui, peut-être pour finir, avant de passer à une série de questions, sur ces questions de compétitivité, de convergence entre les deux pays pour relancer la compétitivité des deux côtés du Rhin. Vous partagez un peu le bilan, l'état des lieux qui est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la France devrait plus s'inspirer peut-être de l'Allemagne pour relancer sa compétitivité, ou peut-on trouver un système, peut-on trouver un modèle franco-allemand de compétitivité qui conviendrait aux deux partenaires et qui s'inspirerait un petit peu des deux pays? Peut-être juste un mot sur la fiscalité. Les Allemands, s'il y en a dans la salle, ne se seront peut-être pas reconnus dans le modèle fiscal allemand. Parce qu'il n'y a pas de profession mieux représentée en Allemagne quand on ouvre le votin téléphonique, pour ceux qui en ont encore, que celle du Steuerberater, le conseiller fiscal. Et la complexité fiscale allemande était tellement importante que le fisc reconnaissait même la déductibilité fiscale des dépenses au titre du conseil fiscal. Donc, la simplicité fiscale n'est pas bien répandue en Allemagne, et c'est en fait une plaisanterie permanente que de dire. Donc là, il y a un vrai sujet commun de dépoussiérage et d'intérêt commun, mais il y a un lobby très important à convaincre, c'est celui des conseillers fiscaux qui seraient les premières victimes. Sur la compétitivité, je crois qu'elle est un sujet énorme. Je m'arrêterai à deux points. Il s'agit de sujets structurels, donc de long terme, donc rien qui puisse aboutir en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Sur les 10 dernières années, les entreprises allemandes ont investi 30% de plus en recherche et développement. C'est un chiffre lourd. 2,88% du PIB pour la recherche et développement en Allemagne, 2,25% en France. Et le chiffre français est constant sur les 10 dernières années, plus ou moins 0,05. Il est en progression constante en Allemagne. Premier point. Deuxième point, la recherche est bien plus concentrée en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Le champion du secteur automobile et des sous-traitants automobiles, la part du chiffre d'affaires consacré à la recherche et développement chez Peugeot et chez Volkswagen ou Daimler est à peu près la même, mais le volume global consacré par l'industrie automobile et de ses sous-traitants à la recherche et développement en Allemagne est du quintuple de celui de la France.
Le nombre de brevets déposés, on est dans un rapport de 1 à 3. Donc quand on parle de prix supérieur du produit allemand, finalement on paye la valeur supplémentaire en termes de recherche et développement, et quelque part la qualité a son juste prix, et le marché visiblement le reconnaît. Donc ça c'est un sujet lourd. Il faut que les entreprises dégagent plus de marge qu'elles puissent consacrer à la recherche et au développement. Alors, ça conduit au sujet du maillage entre universités, centres de recherche et entreprises, qui a été amorcé avec les pôles de compétitivité, dont on essaye, dont j'aimerais bien voir un bilan chiffré. Comme beaucoup de choses, je crains en France de belles idées, mais qui ensuite, et ça c'est une différence par rapport à l'Allemagne, ne conduisent pas à un rapport circonstancié où on met en exergue ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et il n'y a aucun problème en Allemagne pour dire ceci n'a pas marché. Parce que ça veut dire que lors du prochain rapport annuel, il faudra avoir apporté une réponse à ce qui n'a pas marché. Et dans ce cas-là, la chose est entendue, c'est très bien comme ça. Tout ne peut pas marcher du premier coup, et personne ne sera pendu parce qu'il n'aura pas réalisé un 100% du premier coup. Donc le maillage recherche, université, entreprise, je crois qu'il y a eu pas mal de réformes structurelles qui ont été entreprises sous le gouvernement précédent, mais dont on aimerait avoir aujourd'hui un rapport circonstancié pour savoir qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui doit être amélioré. La deuxième chose, c'est, vous disiez l'image, suppression, loi interdisant la fermeture d'usines. On m'avait demandé d'être ici l'interprète allemand. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal sérieux s'il en est, c'est le titre hier dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung sur la loi discutée par le gouvernement. C'était « La France prévoit l'adoption du droit interdisant les fermetures d'entreprises ». Donc il faut regarder quel est l'impact à l'extérieur. En l'occurrence, là, un journal très sérieux, voilà l'impact. On va encore dire que c'est la presse qui est ce sera peut-être vrai, en tout cas, je vais vous donner la parole, Jean-Luc Berco, pour répondre peut-être sur ce point. Juste avant, Maître Elio, vous vouliez réagir à l'aspect peut-être sur les systèmes fiscaux. Rapidement, je n'ai jamais prétendu que le système fiscal allemand était à telle enseigne que l'Allemagne a un record du monde, parmi d'autres. C'est celui de concentrer, et de très loin, le plus grand nombre de publications juridiques et fiscales dans le monde. N'importe quel conseil ou avocat allemand digne de ce nom doit avoir une bibliothèque absolument impressionnante pour pouvoir, avant de commencer, à pouvoir donner des conseils à ses clients. En revanche, effectivement, grande instabilité. Pour vous donner juste vous rappeler une chose illustrant ce propos, on peut considérer à la fois en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés que le taux marginal d'imposition, donc le taux le plus élevé d'imposition pour les entreprises comme pour les personnes physiques, a à peu près en moyenne changé chaque année en France au cours des 6 ou 7 dernières années, avec des suppléments qui sont créés en permanence, là où le taux d'impôt sur les sociétés en Allemagne, là, il est à 15%, et il n'a pas beaucoup bougé, que je sache, depuis la dernière réforme du début des années 2000. Voilà, un petit point sur la recherche dont vous parliez. Effectivement, nous, on a en France depuis très longtemps un crédit d'impôt recherche, dont nous sommes a priori très fiers. On sait en pratique, et ça c'est l'avocat fiscaliste qui peut le dire, que bizarrement, alors que officiellement ce système doit d'abord profiter aux PME, on sait qu'en pratique l'administration fiscale attaque quasiment en permanence les PME sur leurs revendications en la matière. Donc pour une PME aujourd'hui, avoir accès au crédit d'impôt recherche, quoi qu'en disent nos gouvernants, c'est la croix et la bannière pour arriver à faire valoir ce droit et donc cet avantage fiscal particulier.
Merci. Peut-être pour finir, revenir un peu sur le budget. Est-ce que la recherche, l'innovation, ça ne doit pas également être financé par l'Europe? Pas seulement par l'Europe. Je voudrais revenir sur les questions de recherche et de développement. Je partage assez largement ce qu'a dit mon voisin. J'ajouterais au diagnostic qu'on a, me semble-t-il, en France, un mal plus grand que dans d'autres pays, est passé de la recherche fondamentale à la recherche appliquée au développement. Et on a, même si ça progresse depuis quelques années, une moins bonne liaison entre la recherche dans les entreprises et la recherche dans les centres publics. Je partage aussi ce qui a été dit sur le crédit d'impôt recherche. Je crois que dans son principe, c'était une très bonne mesure. Je crois qu'au-delà même de l'interprétation qu'on donne de l'administration fiscale, il y a une réflexion à avoir pour voir s'il n'y a pas trop gros effets d'aubaine. C'est-à-dire où on finance un crédit d'investissement par un crédit d'impôt recherche, des recherches qui auraient été faites de toute manière, dans des grandes entreprises en particulier, alors qu'on veut faciliter la tâche avec des marges suffisantes pour des petites et moyennes entreprises. Donc la recherche, ça doit être évidemment un effort national. Je crois qu'on a dit les uns les autres ce qu'il fallait dire. Je crois que ça ne peut être qu'en croissance, compte tenu de la rapidité avec laquelle le monde bouge et de la nécessité de gagner des positions sur des niches technologiques, sur quelque chose qui représente une réelle avancée. C'est une adaptation permanente, mais c'est vrai aussi que là, l'Europe a des programmes de recherche intéressants, souvent assez bien conçus, mais on rejoint la question du budget. Il faudrait dégager des moyens, il faut dégager des moyens supplémentaires pour la recherche cofinancée par l'Europe, en ayant une bonne articulation, encore une fois, entre le niveau local local, national et le niveau européen. Moi, je suis très attaché au principe de subsidiarité. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps dans un séminaire avec Guy Verhofstadt, président du groupe libéral au Parlement européen et ancien Premier ministre belge. Il me disait, à juste titre, avec l'euro, on doit aller sur la même autoroute. On doit aller à peu près à la même vitesse. Il ne faut pas que l'autoroute soit trop large. Il y a une voie un peu plus à droite et une voie un peu plus à gauche. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, je suis d'accord si l'Europe ne me dit pas ce que je dois mettre dans le moteur. Il m'impose une obligation de résultat. Bien, c'est une belle conclusion. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a